Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Aujourd'hui, épisode D de notre saison 2, qui a pour but de faire un lien entre de la théorie des représentations d'algèbre d'un côté, avec notamment les algèbres aimables, et de l'autre côté, de la combinatoire des mots, et donc notamment les mots parfaitement avançants que nous avons pu rencontrer lors des premiers épisodes, les deux premiers épisodes de cette saison 2. Et lors du dernier épisode, qui date maintenant d'un peu plus d'un mois, j'étais assez étonné de ne pas avoir avancé sur le coin recherche depuis un mois, mais bon c'est pas grave, on se rattrape, et donc je vous propose, c'est ce pourquoi je vous propose un nouvel épisode, et je vous propose notamment de continuer de discuter sur ces objets combinatoires que je vous ai introduits lors de l'épisode précédent, qui sont les méandres. Et donc je vous avais dit que les méandres vont jouer un rôle intermédiaire dans toute cette affaire. Et je vous ai déjà introduit à cet objet. Alors juste pour un simple rappel, si vous voulez aller revoir les définitions propres, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'épisode précédent. Mais ici je fais faire qu'un simple rappel. Un méandre, c'était un objet combinatoire défini de la manière suivante, qui peut se définir de la manière suivante. Je prends une droite qui coupe le plan en deux. Et sur cette droite, je vais prendre une collection de points, n points notamment. Ici, je vais me faire un exemple. Donc là, je prends 6 points. Et ce qu'on fait, c'est qu'on relie les points par des arcs de cercle. Mais attention, les arcs de cercle ont interdiction de s'intersecter les uns les autres. Et je vais dessiner des arcs de cercle au-dessus de cette droite et des arcs de cercle en dessous de cette droite. Ok ? Donc par exemple, je pourrais avoir ceci. Ça et puis ça. Voilà un exemple de méandre. D'accord ? Alors, je vous les avais introduits de manière combinatoire en disant que les points, je peux les numéroter de 1 à n, de gauche à droite. Ok ? Et ce que je vais chercher à faire, c'est déterminer des correspondances non croisées. Donc déjà, une correspondance, c'était une partition de l'ensemble 1n, ici 1, 6, telle que la partition soit faite uniquement de parts, c'est-à-dire d'ensemble, de cardinal 1 ou 2. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai bien 1, 5, 2, 3, 4, 6. D'accord ? Ça, c'est une partition de 1, 6. L'autre partition que vous pouvez voir en bas, c'est 1 avec 2, 3 avec 6, et puis 4 et 5 sont tout seuls. Ok ? Et donc, un méandre peut se voir comme... Donc, non croisé, ça veut dire qu'il faut éviter un certain pattern. D'accord ? Donc, notamment le pattern suivant. Je peux rappeler I, J, K, L. Et il faut éviter ce genre de choses. Donc il faut éviter que dans la correspondance non croisée, si j'ai I plus petit que J, plus petit que K, plus petit que L strictement, il faut que j'évite dans ma partition, il faut que j'évite dans ma correspondance à avoir deux ensembles, deux éléments où j'en ai un où j'ai I, K qui apparaît et J, L de l'autre côté. D'accord, donc il faut éviter, ça c'est interdit, je veux éviter ce genre de pattern. Donc c'est en cela que ça va être non croisé. Et donc un méandre, c'est juste une paire de deux correspondances non croisées. Voilà. Et je vous avais introduit à 2-3 petites choses, 2-3 difficultés, notamment à l'énumération et tout ça. Et je vous ai introduit un petit truc assez sympathique qui était OEIS. Et je me suis planté, de toute façon je l'ai écrit dans la description, mais OEIS, ça voulait dire Online Encyclopedia of Integer Sequences, donc des suites d'entiers. C'est une encyclopédie en ligne de suites d'entiers. Et donc comme je vous l'avais montré, ça avait pour but de vous aider à faire des liens entre des objets et des autres, et d'autres objets, un type d'objet et d'autres objets qui pourraient déjà exister, qui sont comptés par les mêmes nombres. Et donc je vous avais fait différents exemples, je ne vais pas y revenir ici. Donc voilà, et donc je vous avais parlé de quelques difficultés, compter ces méandres, compter des méandres qui sont connexes, je vous avais introduit la notion de connexité qu'on pouvait écrire sous la forme combinatoire, bon très bien. Et donc, pour cette partie 2, je vais me poser quelques questions sur la connexité des méandres, parce que oui, je vous ai introduit combinatoirement, ce que ça veut dire, qu'un méandre est connexe. Mais tout de même, on peut se poser des questions à savoir si je vous donne un méandre, n'importe lequel, est-ce que je peux savoir s'il est connexe ou pas ?
D'accord? Et donc c'est ce sur quoi je vais baser ma discussion aujourd'hui. Alors, il y aura donc une partie 3, parce que aujourd'hui je ne vais pas parler encore des mots parfaitement amassants et du lien entre les méandres et les mots parfaitement amassants, mais on va s'en approcher. On va s'en approcher puisque justement la question de connexité va avoir un rôle assez crucial. Mais donc pour s'en approcher, je vous propose vraiment cette thématique. Essayez de savoir si je vous donne un méandre, est-ce qu'il est connexe ou pas? Et quand je dis je vous donne un méandre, ça veut dire que je ne vais pas le dessiner. Ah, c'est là le truc là. Je vais vous donner soit une paire de correspondances, mais je vais en fait simplifier les données que nous allons avoir sous la main. Mais quand je dis simplifier, je vais beaucoup les simplifier. Parce qu'on ne va pas s'intéresser à des familles de méandres quelconques, parce que là, voilà, si on travaille avec des familles de méandres quelconques, ça va être très très compliqué, et en fait on n'a pas vraiment beaucoup on n'a pas beaucoup de moyens de manipuler l'objet si on n'a pas beaucoup de restrictions sur l'objet. Donc on va essayer de se restreindre à des méandres bien particuliers, et on va se restreindre notamment à des méandres qu'on va appeler d'abord des méandres issus de composition. Voilà, je vais appeler ça comme ça pour l'instant. Méandres issus de composition d'entiers. Alors il va falloir que je vous explique ce que c'est une composition. Alors c'est quoi une composition d'un entier? Bon bah c'est parti, définition. Prenons n un entier naturel de préférence non nul, et une composition que je vais noter à souligner et qui peut s'écrire comme un uplet. Donc je vais écrire un uplet d'entier A1 jusqu'à AK de n. Donc là, tous les entiers qui sont ici, enfin toutes les valeurs qui sont dans le uplet, dans le cas uplet que je viens d'écrire, sont des entiers naturels, potentiellement nuls pour l'instant, mais évidemment, peut-être, je ne sais pas si vous... Enfin, je dis évidemment, c'est pas forcément si évident, mais en tout cas, on va se restreindre à des cas de figure où les AI vont tous être non nuls. D'accord? Donc une composition de n est un uplet de cette forme, tel que... Donc, composition, et tel que... Eh bien, je veux que la somme des AI, tout simplement, donc 1A, K, soit égale à n. Voilà la seule chose que je demande, en plus d'avoir à faire un uplet d'entier. On peut parler de la longueur de la composition. Donc la longueur de la composition, c'est exactement le nombre d'éléments qu'il y a dans la composition, c'est-à-dire K. Et je vais parler plutôt du nombre d'éléments non nuls qui est dans la composition. Comme ça me permet tout de suite d'amener à ce que je veux, c'est-à-dire travailler avec des compositions où les nombres que je prends sont non nuls. D'accord? La longueur d'une composition A et bien ça va être, donc je vais pouvoir noter L de A, et ça va être le nombre d'indices I tels que AI est non nul. Donc à partir de ça, on va maintenant se restreindre à des cas où tous les AI sont non nuls. Donc, on se restreint maintenant au cas où tous les AI sont différents de 0. Ok, alors des exemples, hein, je pense que vous me voyez venir, hein, donc alors je vais faire deux exemples. Par exemple, si je prends deux exemples avec un même entier, si je prends n égale 7, une composition d'entiers que je pourrais faire, ça serait 2, 4, 1. Puisque 2 plus 4 plus 1, ça fait bien 7. Vous remarquerez que je peux mettre les entiers dans l'ordre que je veux, ça me donne encore une composition. Je pourrais mettre 1, 2, 4, ça marche encore. Je pourrais mettre
je sais pas, 4, 1, 2, ça marche encore. Donc à partir du moment où on a un uplet qui marche, disons ça plutôt, dès qu'on a un uplet qui marche, eh bien, toutes les permutations qu'on peut faire des entrées de ce uplet donnent encore une nouvelle solution. Ok, et puis une autre composition de 7, par exemple, ça peut être 4, 3. D'accord, donc là les deux entrées que je viens de vous donner sont des compositions de 7, et ces deux compositions sont de longueur respective, ici 3, donc ça c'est la longueur égale 3, et l'autre longueur égale 2. Voilà, rien de très compliqué, hein, j'espère, pour vous. Donc voilà, et en fait on peut définir des méandres à l'aide de compositions. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais pas écrire la définition propre, parce que si j'écris la définition propre, ça va être super long, ça va être super technique, ça va être super embêtant, et je risque de perdre tout le monde. Donc je préfère juste vous faire un dessin, et vous allez voir que le dessin c'est très très simple de comprendre quel est le méandre associé à un couple de compositions d'un même nombre. Alors justement, je vais vous dessiner en particulier un méandre, le méandre associé à la paire de compositions que je viens d'écrire ici. Et vous allez voir très vite comment ça marche. Alors je commence par faire 7 points. 4, 5, 6, 7. Je commence par faire 7 points. Et ces 7 points, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des valeurs dans chacune des compositions, donc là, ce que je vais faire, c'est que en haut, je vais poser la composition 2, 4, 1, et en bas, je vais poser la composition 4, 3. Ok? Et ce que je vais faire, c'est que pour chacune des valeurs dans la composition, je vais regarder, donc bien sûr dans l'ordre de la lecture de gauche à droite, hein, je vais prendre les AI points. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les relier en dessinant des arcs-en-ciel. Voilà, donc on va pas être très loin encore des méandres arc-en-ciel que j'ai mentionné la fois dernière. C'est pas encore ce qu'on appelle des méandres arc-en-ciel, mais on n'est vraiment pas loin. Donc qu'est-ce que j'entends par dessiner des arcs-en-ciel? Là par exemple, le premier élément de la composition c'est 2. Je prends donc les deux premiers points. Et ce que je vais faire, c'est dessiner un arc-en-ciel avec ces deux points, c'est-à-dire que le premier va être associé au dernier. Puis après, s'il y en avait un autre, il serait associé à l'avant-dernier. Le deuxième serait associé à l'avant-dernier. Et je continue, ainsi de suite, jusqu'à ce que je ne puisse plus relier les éléments. Pour 4, par exemple, là, les 4 prochains sont ici. 1, 2, 3, 4. Avec ces 4-là, je dois faire un nouvel arc-en-ciel. Donc j'associe le premier avec le dernier, et le deuxième avec l'avant-dernier. Ça me donne ceci. Et puis 1, là, je ne peux pas créer d'arc-en-ciel. Donc 1, je le laisse comme ça, tel qu'il est. Donc voilà, alors là je viens de dessiner la correspondance. Ça c'est la correspondance non croisée associée à la composition 2, 4, 1. Très bien. Alors maintenant refaisons la même chose pour 4 et 3. Vous pouvez vous amuser à faire pause et essayer de voir si vous avez compris comment vous dessineriez la suite. Bon pour 4, je prends les 4 ici. Et encore une fois, le premier avec le dernier. Deuxième comme ceci. Et puis 3, je fais pareil, là j'ai les 3, le premier avec le dernier, et lui je peux rien faire. Voilà, et là je viens donc de vous dessiner le méandre associé à une composition. Donc les méandres associés à une composition, ici par exemple je pourrais écrire M de, puisque je notais en général M de PQ, voilà je peux écrire M de la première composition qui est en haut, 2, 4, 1, avec la deuxième composition, 4, 3. Alors il y a différentes notations qui existent, mais là je vous en propose une en faisant une barre entre les deux compositions. Évidemment, ça c'est important, il faut que les deux compositions soient des compositions du même nombre. Sinon on va avoir des difficultés, je pense que vous pouvez comprendre, puisque si on n'a pas le même nombre, ça veut dire que le nombre de points qu'on doit avoir est différent pour les deux et ça ne va pas marcher. Ok? Donc voilà, il faut vraiment que les deux compositions soient des compositions du même nombre. Voilà. Autre remarque, vous pourrez constater, c'est pour ça que je l'ai laissé au tableau, vous pourrez constater que le méandre qui est en haut ne sera jamais un méandre d'une composition. Puisque comme vous pouvez remarquer, moi j'impose à dessiner un arc-en-ciel maximal. J'ai pas dit maximal, mais en tout cas vous devriez l'avoir plus ou moins
pressenti parce que comme je vous ai dit, je veux vraiment relier tous les points tant que je le peux. D'accord? Alors que ici, par exemple, bah là, ce que vous voyez ici, c'est pas un arc-en-ciel comme je le construisais. Vous avez bien le premier qui est associé au dernier ici, ça marche. Mais par contre, le 2 n'est pas associé à 4 si je voulais vraiment avoir un arc-en-ciel complet. Ça marche pas ici. D'accord? Et puis pareil pour 3, 6. 3 est associé à 6, mais 4 n'est pas associé à 5, alors que si je devais suivre la construction que je vous ai expliquée là, je devrais relier 4 et 5. D'accord? Donc ce méandre-là sera un méandre qu'on n'atteindra jamais avec des méandres de composition. Donc cela montre qu'en effet, regarder des méandres de composition, c'est se restreindre à des méandres un tout petit peu plus structurés. Et bon, vous allez voir, ça va simplifier un petit peu nos affaires. Bon, alors le problème de connexité a des liens avec plusieurs choses. Et j'aimerais faire juste une mini aparté avant d'aller un tout petit peu plus loin. Oui, donc je vais maintenant dire ce que c'est un méandre arc-en-ciel tout de suite. En fait, un méandre arc-en-ciel, eh ben, c'est un méandre où on impose à ce que l'une des deux compositions, c'est exactement juste le 1 uplé formé de juste n. Donc, définition. Je vais peut-être donner cette définition tout de suite. Un méandre de composition A, B est dit arc-en-ciel si et seulement si la composition B est exactement égale au nombre de points, donc c'est-à-dire le nombre de points maximal. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir qu'un seul élément, la composition, si je puis dire la composition triviale, où il n'y a vraiment qu'un seul élément, qui est juste l'entier correspondant. Donc là, c'est pas vraiment un méandre arc-en-ciel que je vous ai dessiné. C'est pas un méandre arc-en-ciel. Si je veux dessiner un méandre arc-en-ciel tel que je l'ai défini, il faudrait associer le premier au 7e, le deuxième au 6e, et ainsi de suite. D'accord? Mais je vais y revenir, J'aimerais juste faire une petite aparté sur le fait que cette idée de travailler avec des méandres comme ça vient pas de nulle part. Et notamment, ça vient de certains travaux, en tout cas, un des intérêts, je trouve, assez majeur des méandres, de ce type de méandres, c'est notamment des liens avec des algèbres. Et bon, alors là, je vais faire une petite aparté plus algèbre, d'accord? Mais elle va pas être longue, l'aparté. Donc l'aparté, c'est juste vous parler de certaines algèbres qu'on appelle les algèbres algales. Je dis bien algales. C'est une traduction que j'ai trouvée, puisque bon, en vérité, ça s'appelle des seaweed algebras. Seaweed algebras. D'accord, donc ça vient du terme anglais. Et donc bon, le seaweed, je l'ai traduit en algal, parce que seaweed, c'est en lien avec les algues. Donc c'est en cela que voilà, j'ai proposé algal, et bon, a priori, les gens du groupe de travail, donc le groupe de travail que j'avais peut-être dû mentionner à un moment, mais peut-être pas, mais j'ai pas encore donné tous les noms. J'ai juste donné Rothenauer par exemple, mais tous les noms qui sont dans le groupe de travail étaient plutôt d'accord avec cette traduction d'algèbre de seaweed algebras en algèbre algale. Enfin bref, alors ce que j'aimerais juste vous dire, c'est qu'en fait les algèbres algales peuvent se décrire à l'aide des méandres. Il va y avoir un lien entre les méandres et des matrices. Quel est ce lien exactement? Eh bien je vais vous le faire pour ce méandre ici. Et ça marche avec des méandres de composition. Donc c'est là la motivation importante. Et donc par exemple, je vais dessiner la diagonale, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc là je viens de prendre... Donc tous les points que je viens de dessiner sont des points qui correspondent à des points, à des entrées de la matrice qui sont dans la diagonale. Okay, je viens de tracer, pour ainsi dire, la droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner le méandre dans la matrice, mais je ne vais pas le dessiner n'importe comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais le, entre guillemets, squarifier. Je pense que ça passe bien en utilisant un petit peu la variante anglaise. Square, c'est-à-dire que je vais essayer de transformer ces arcs de cercle en des demi-carrés.
d'accord, ou demi-rectangles, devrais-je dire peut-être. Mais bon, c'est plutôt des demi-carrés. Donc je vais les transformer en des demi-carrés. Et donc bah, vous allez voir, je vais expliquer dans un instant qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc j'ai ça. Ensuite 4, donc là j'ai 4. Voilà. Le dernier il y a 1, donc il n'y a rien à faire. Ici j'ai 4. Et puis j'ai 3. Donc 3 fait ça. Ok, donc là je viens de dessiner le méandre. Je viens de dessiner le méandre dans la matrice, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que bah, je vais considérer l'algèbre, donc la seaweed algebras SW de AB, comme étant l'algèbre engendrée par des matrices qui s'écrivent. Eh bien, là, bon, j'ai peut-être énormément d'entrées, mais je vais mettre des étoiles. 2. J'ai ça, ensuite j'ai ça, ça, ça. Donc toutes les étoiles que je suis en train de mettre sont des entrées qui peuvent être choisies non nulles. Alors, juste, je m'en dessine juste la droite pour être sûr de ne pas planter. Donc j'ai un élément là. De toute façon j'en vais. Alors là j'ai un élément là, un élément là, un élément là, un élément là. Là. Alors, j'en suis où? J'en suis là. J'ai ça. Après, j'ai ça. J'ai ça. Et puis, j'ai ça. Et j'ai ça. Et je pense que j'en ai pas loupé. Donc là, normalement, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Eh bien, je peux considérer l'algèbre de matrice. Et c'est dingue parce qu'en effet, ça va être une algèbre. Ça peut être assez étonnant parce que quand même là j'introduis une forme de matrice bien particulière, d'accord, où on prend des trucs un peu au-dessus de la diagonale, un peu en dessous de la diagonale, etc. D'accord. Et ces trucs-là vont former des algèbres de matrice. Donc quand je dis algèbre de matrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être stable par addition, bon ça on s'y attendait un petit peu, mais ça va être stable par multiplication. C'est ça qui est assez intéressant et assez dingue là-dedans, c'est que ça va être stable par multiplication. D'accord? Donc bah là, je peux travailler des algèbres comme ça, ok? Et ce qui est assez fou, c'est que la propriété d'avoir un méandre connexe, comme ici, va avoir des conséquences sur l'algèbre qu'on va regarder. Alors au passage, pour ceux qui en connaissent davantage, là je vais sortir des mots. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Ceux qui connaissent pas, ils peuvent se boucher les oreilles. Ou alors juste écouter puis faire comme si de rien n'était, c'est pas... Donc là, ce que j'allais dire, c'est que ces algèbres-là sont des algèbres bien particulières, des sous-algèbres, dit des sous-algèbres de Lie. Et ces sous-algèbres de Lie, la propriété importante liée entre les méandres ici connexes et ces algèbres de Lie, c'est de pouvoir savoir si certaines algèbres associées à ça, donc vraiment quasiment cette algèbre-là, mais il faut une petite modification, sont Frobenius. Et Frobenius, ça veut dire qu'il y a une histoire d'indice de l'algèbre de Lie qui doit être nulle. Mais là encore, je ne vais pas m'avancer davantage. Je sors juste ces mots pour les gens qui peuvent en connaître davantage et qui seraient peut-être curieux de savoir quel était le lien vraiment précis qu'il peut y avoir. Donc le lien un peu plus précis, c'est ça. Et je vous laisse comme référence, parce que je me suis quand même cassé la tête à me le noter, donc je vais l'écrire. Je vous laisse comme référence, si vous voulez jeter un coup d'œil au lien qu'il peut y avoir avec tout ça, Giacinto, donc Cole, Giacinto et Magnan. Donc c'est un article de recherche, évidemment en anglais, de 2010. Voilà, donc si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, de voir vraiment jusqu'où on peut aller avec ces seaweed algebras, eh ben n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cet article, c'est vraiment, je trouve que là-dedans vous y verrez pas mal de choses. Ok, et notamment, alors maintenant ça y est, vous pouvez déboucher les oreilles hein, pour ceux qui, comme j'ai dit, ne voulaient pas entendre des mots trop compliqués, donc voilà, maintenant on peut revenir à peu près à la normale. Et donc revenir à la normale, donc là, ce que j'aimerais dire, c'est que malgré tout, donc avec cette référence que je viens de donner, ils ont été capables de donner un résultat sur les méandres. Alors probablement que le résultat sur les méandres était peut-être connu un petit peu avant,
Mais ça n'empêche que dans cet article, ils redonnent une preuve particulière de méandre. Et ils vont s'intéresser à des méandres bien particuliers, qui sont donc notamment les méandres arc-en-ciel. Et donc je vais vous donner déjà 2 résultats intéressants sur les méandres, qui est notamment mentionné dans cet article, probablement prouvé dans d'autres articles, mais donc propriété ou théorème, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile en soi à prouver. Donc la proposition que je vais faire, c'est la suivante. Un méandre qui s'écrirait comme ceci, donc un méandre de composition comme ceci, donc un méandre arc-en-ciel avec juste 2 composantes, et connexe. Bon, vous savez ce que ça veut dire connexe maintenant, donc ça veut dire que le méandre ne se fait que d'un seul bout. Et je vais préciser sans cycle. Alors sans cycle, ça signifiait qu'il ne faut pas qu'il y ait un cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où, par exemple, dans le méandre, on pourrait avoir quelque chose comme, je sais pas, j'essaye de faire quelque chose qui marche. On pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, comme ça. Bon, là, je fais un exemple très simple. Voilà. Il faut que dans le méandre, il n'y ait pas ce type de choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait... d'accord, c'est connexe. Vous voyez que ça, c'est connexe, par exemple. Hein, si je dessine un trait maintenant pour couper tout ça, c'est connexe. Mais le problème, c'est qu'il y a un cycle, parce que je peux continuer, hein, avec tous les arcs qu'il y a, je peux continuer mon chemin. Et voilà, c'est ça un cycle. Donc je veux éviter ça. Je veux pas de cycle. Donc un méandre comme ça, connexe sans cycle, et connexe sans cycle, si et seulement si. Et là, la propriété que je vais vous donner est super sympa. Super simple. Super simple, parce que ça s'énonce très gentiment. Ça dit juste qu'il faut que le PGCD de AB vaut 1. C'est tout. Donc ça veut dire que par exemple, si vous me donnez 2, 3, hein, je sais pas, 2, 3, eh bien le méandre arc-en-ciel que vous avez dessiné, il est connexe. Et vous pouvez vous amuser à en faire d'autres si vous voulez, faire 5, 7 ou des choses comme ça, des trucs un peu plus compliqués. Eh bien le méandre que vous allez obtenir à la fin, il est connexe. Sans cycle. Je précise, sans cycle. Donc voilà, donc ça c'est quand même très sympa hein, comme propriété. C'est plutôt cool. Mais on peut avoir un tout petit peu mieux. Parce que bon, ok, vous allez me dire, ah oui, bon là c'est que 2 composantes. J'aimerais bien peut-être un peu mieux. Oui, on a un peu mieux quand même. On a pour 3 composantes. Donc si j'ai une composition avec 3 composantes, de longueur 3 si vous préférez, ok, et ben c'est pareil, ça va être connexe sans cycle, si et seulement si. Et là encore une fois, il y a une propriété de PGCD plutôt cool, qui permet de savoir si on a affaire à un truc connexe sans cycle. Et la propriété est la suivante, il faut que je regarde le PGCD de A plus B avec B plus C. Et si ce PGCD vaut 1, alors le méandre est connexe sans cycle. C'est cool, hein, quand même. Et puis là, vous pourriez me poser la question, oui, puis pour 4 composantes. Et ben là. Donc si on veut regarder des méandres arc-en-ciel A, N, comme ceci, avec longueur de A plus grand ou égal à 4, et ben là, on ne sait absolument pas. Pas de critères. Pas de critères trouvés, ni rien du tout. C'est même pire, on a prouvé quelque chose qui permet de dire que on va avoir du mal à trouver un critère. Et je vais énoncer le petit résultat qui met en avant qu'on va avoir du mal à trouver un critère. Alors là, c'est là où, comme je le disais, il y a des problèmes qu'on pouvait énoncer à des élèves en classe de primaire. Et bien c'est là où on peut énoncer vraiment un problème ouvert qui peut avoir beaucoup d'intérêt à des élèves de classe primaire. Et donc je vais le faire dans un instant, mais d'abord j'aimerais juste vous énoncer une propriété qui montre qu'on va avoir vraiment du mal à trouver un critère qui permet de savoir si le méandre est connexe sans cycle. Et donc, donc je vais essayer de l'énoncer d'une certaine manière. La propriété est la suivante. Si je veux savoir, donc si je prends la composition A formée par A1 jusqu'à AK, avec K plus grand que 4, alors avec la longueur de A plus grand que 4, bon, je vous avais dit de toute façon que je prends que les AI qui sont non nuls, de toute façon. Donc là,
si je dis que la longueur est supérieure ou égale à 4, j'entends bien qu'il y a au moins 4 éléments qui sont non nuls, mais je vous ai dit qu'à partir de maintenant, tous les AI sont non nuls, donc ayez ça en tête, ok? Eh bien, on ne peut trouver, nous ne pouvons pas trouver un critère disant que le méandre M de A avec N, ou bien sûr je dis qu'ici N c'est la somme des AI, hein, donc ça veut dire que le A c'est une composition de N. Donc je l'écris quand même, ok? Et connexe sans cycle de la forme. Et on ne pourra jamais en trouver un de la forme, un polynôme en A1 jusqu'à AK, PGCD avec un autre polynôme en A1 jusqu'à AK égale 1. On ne pourra pas trouver une forme de critère qui ressemblerait à ça pour me dire si, enfin pour nous dire si un méandre formé par une composition de longueur au moins 4 est connexe sans cycle. Donc avec P et Q des polynômes, des polynômes à coefficient dans Z. C'est-à-dire que là, les deux exemples que j'ai donnés, c'est des polynômes en coefficient dans Z. Là, j'ai bien l'identité, si vous voulez, XX. Ici, j'ai X plus Y et Y plus Z. Là, ça marche, hein, j'ai des polynômes. Mais déjà à partir de 4, il est prouvé, c'est vraiment un résultat, hein, qu'on ne trouvera jamais une propriété juste basée sur un PGCD. Mais justement, là je suis en train de mentionner quelque chose, rien ne dit qu'a priori on ne pourrait pas trouver un critère qui pourrait s'écrire à l'aide de plusieurs PGCD. Peut-être 2, peut-être 3, mais rien ne dit a priori qu'il peut ne pas y avoir des critères qui peuvent s'écrire avec plusieurs PGCD qui s'écrivent sous la forme de polynômes en les éléments A1 jusqu'à AK. Rien ne dit. Bon voilà, et donc un énoncé que vous pouvez poser à un élève en primaire qui correspond à vraiment une question ouverte, ça serait la suivante. Imaginons, et là je vais reposer les choses comme si je le disais à un élève en primaire, la question que je me pose c'est la suivante, est-ce que si je dis, voilà, j'ai A, B, C, D, comme ça, 4 nombres, d'accord? Donc là on peut mettre des nombres, n'importe lesquels. Si on veut vraiment le faire avec l'élève en primaire, on pourrait faire juste un exemple, 2, 7, etc. etc. Donc là je fais par exemple 2, pourquoi pas 7, là je veux faire 3, et puis là je veux faire 4, voilà. Par exemple, j'ai ça, et je me pose la question, est-ce que le méandre arc-en-ciel, donc c'est-à-dire que si je commence à reconstruire ce qui se passe en bas, est-ce que le méandre arc-en-ciel va être connexe sans cycle? Donc c'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir vraiment avoir un seul serpent, si vous voulez, qui va apparaître au fur et à mesure de ma construction? Et à quelles conditions sur les nombres? D'accord? Donc bon, alors évidemment, si vous voulez parler des conditions sur un nombre, il ne faut pas s'arrêter à la primaire, il faut peut-être aller un tout petit peu plus haut au collège, puisqu'on peut commencer à parler du PGCD au collège. Donc c'est quand même bien si on veut parler du PGCD. Mais sinon, c'est vrai que juste c'est une question de dessin, quoi. C'est une question de dessin. Et ce genre de question de dessin qui est assez simple à énoncer, n'a pas de réponse pour l'instant. C'est quand même assez fou de se dire ça. Bon, alors il n'y a pas de réponse arithmétique générale, il n'y a pas une formule avec des PGCD qui permettent de savoir si un méandre est connexe sans cycle ou pas. Mais toutefois, on a un algorithme qui peut nous aider à savoir si un méandre arc-en-ciel est connexe ou pas. Et cet algorithme s'appelle l'outer nose algorithm. Donc l'extérieur du nez, si ça se traduirait comme ça, c'est un peu étrange, mais voilà. Donc on extériorise l'idée comme si on sortait, enfin, comme si on se curait le nez, quoi, presque, mais bon, c'est un peu... Ouais, c'est pour faire rire que je dis ça, mais bon, c'est presque ça en tout cas.
Mais je vais pas vous parler de l'algorithme directement, je vais vous parler plutôt d'un petit résultat que j'ai pu obtenir, qui est une accélération en fait de cet algorithme de outer nose. Donc le résultat que j'aimerais énoncer est le suivant. Alors, je vais l'énoncer aussi en tant que proposition. Et là, je me permets de mettre mon nom. Car oui, là, c'est un résultat de ma part. Bon, bah, en tout cas, c'était pas connu avant. Hein. J'ai cherché et j'ai pas trouvé d'article parlant de ça. Donc, bon, bah voilà. Là, je peux me permettre de mettre ma paternité là-dessus. Même si, bon, évidemment, juste avec ce résultat, ça suffit pas vraiment pour faire un papier. Mais en tout cas, il y a un papier en cours d'écriture en lien avec tout ça. Donc, ça va être quand même pas mal intéressant. Mais voilà, donc la proposition dit la chose suivante. Si j'ai une composition, donc si je pose une composition B qui s'écrit S, A, S plus P. Donc ça veut dire quoi cette notation? Ça veut dire que vous avez une composition qui s'écrit avec un premier nombre, juste que je note S, une autre composition au milieu, et S plus P, donc ça veut dire que ce qu'il y a ici est un nombre un tout petit peu plus grand que S. Bon, ça peut être beaucoup plus grand, hein, c'est pas un problème, mais en tout cas c'est un nombre plus grand que S. D'accord? Donc ici avec S, P des entiers, naturels, non nuls peut-être de préférence, bon après ça peut être nul, hein, mais non nul de préférence, et A, une composition. Alors, le méandre arc-en-ciel associé à B et connexe sans cycle, si et seulement si le méandre arc-en-ciel, arc-en-ciel associé à la composition C, que je vais maintenant préciser, la composition C, donc je vais l'écrire dans quelques instants, je vais plutôt finir ma phrase. Donc le méandre arc-en-ciel associé à C est également connexe sans cycle. Et c'est quoi la composition C? Je vais vous la donner dans quelques secondes. Juste laissez-moi effacer une partie. La composition C, ça va être la chose suivante. On va mettre la composition A ici, et puis on va mettre R, P moins R, avec R égale au reste de la division euclidienne de P de S par P. Ok, bon, ça paraît peut-être pas très clair ce que je viens de dire là, mais laissez-moi faire juste un exemple. Je ne vais pas vous faire la preuve de ce résultat. Je pourrais, mais bon, vous allez peut-être mieux comprendre si je vous fais un exemple pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je vais vous faire un exemple où je ne vais pas dessiner le méandre d'ailleurs. Et puis après, on pourra dessiner les méandres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des calculs. Et puis après, on va pouvoir vérifier si on veut en dessinant les méandres au fur et à mesure. Donc là, je vous propose de regarder le méandre suivant, 7, donné par la composition suivante, 7, 6, je vérifie celui que avec lequel je veux partir, 7, 6, 4 et 11. Donc un méandre assez embêtant à dessiner, hein. Il y a quand même beaucoup de trucs là. Donc 7, 6, 4 et 11. Très bien. Alors ce que dit la proposition, c'est la chose suivante. Je dois juste regarder ce qui se passe ici et ici, donc pour 7 et pour 11. Ça veut dire qu'ici, S égale 7, P égale 4, parce que je veux que S plus P fasse 11. Je dois calculer le reste de la division euclidienne de 7 par 4. Ok. Donc le reste de la division euclidienne de 7 par 4, R, ici vaut 3. Et donc ça voudrait dire que le méandre associé à ce truc-là
est connexe sans cycle, si seulement si, le méandre 6, 4, donc ça c'est la composition A qui se trouvait au milieu, 6, 4 se retrouve décalé devant, R vaut 3, et puis P moins R, donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc ça veut dire que lui est connexe par arc, pourquoi je dis par arc? Bon après c'est vrai aussi, mais c'est ici connexe sans cycle, c'est surtout sans cycle que je veux. Donc ce truc-là est connexe sans cycle, si seulement si ce truc-là est connexe sans cycle. Quand même dingue, hein, là on a quand même beaucoup simplifié le méandre, hein, vous aurez remarqué. Et puis si je continue encore, hein, donc là ce qui est bien c'est que cette proposition, je ne l'ai pas dit, mais cette proposition on peut le faire aussi dans l'autre sens. Puisque le méandre comme ça est connexe, si seulement si le méandre dans l'autre sens est connexe aussi. Donc on peut faire la même chose dans l'autre sens. Ici, si je veux le faire dans l'autre sens, S vaut 1, donc ça veut dire que c'est lui qui joue le plus petit des deux. P vaut 5. Le reste de la division euclidienne de 1, alors que je fasse pas de bêtises, donc le reste de la division euclidienne de 1 par 5 c'est 1, donc R égale 1. Et du coup ce que j'obtiens c'est la chose suivante. Je vais obtenir, alors il faut que j'échange R et P moins R, donc là normalement je dois avoir P moins R, donc ici j'ai 4, 1, et puis ces deux-là se retrouvent décalés, 4, 3. D'accord? Donc vous voyez que ça donne des opérations qui permettent de passer d'un méandre à un autre, et ce sans perdre la propriété de connexité sans cycle. D'accord? Donc c'est quand même assez dingue. Et en fait, c'est encore plus fort que ça, parce qu'en fait, j'ai pas énoncé le truc beaucoup plus général, mais le truc beaucoup plus général, c'est qu'en fait, on peut garder exactement le bon nombre de composantes connexes avec ces opérations. C'est-à-dire que si lui a K composantes connexes avec un certain nombre de cycles, eh bien C va aussi avoir le même nombre de composantes connexes avec le même nombre d'éléments qui sont des cycles. C'est ça qui est encore plus fou. On peut vraiment garder... et donc, en fait, ce calcul-là arithmétique est une version accélérée d'un algorithme qui existait déjà pour savoir si les méandres étaient connexes sans cycle. Bon, alors je continue mon petit tour juste pour vous montrer qu'on va pouvoir conclure que le méandre que j'ai donné ici est connexe sans cycle ou pas. On va voir. Donc là je continue, ici lui est plus grand que lui, encore une fois. Donc là, ce qui joue le rôle de S, c'est 3, c'est lui. P, il faut que 3 plus quelque chose égale 4, donc P égale 1. Le reste de la division euclidienne de 3 par 1, c'est 0. Puisque 3 c'est la même chose que 3 fois 1, donc le reste c'est 0. Et donc, et là c'est là où vous remarquez quelque chose que je n'ai pas dit, hein, vous remarquerez que R pouvait être égal à 0, hein, là c'est exactement ce qui se passe, et quand R égale 0, vous allez vous retrouver avec cette partie-là de la composition qui va disparaître. Donc on se retrouve avec un nombre de parts plus petit. Donc on peut se ramener à ce qu'on sait déjà. C'est cool, non? Donc là du coup, hop, ce que j'obtiens ici comme résultat, ça va être la chose suivante, alors il ne faut juste pas faire de bêtises, mais... si je fais pas de bêtises, je dois obtenir P moins R, donc c'est-à-dire 1. Ensuite, R qui vaut 0, donc j'ai pas besoin de l'écrire. Et puis la composition A, c'est la composition qui est au milieu, 1, 1. Enfin, 1, 4, pardon. Donc 1, 4. Voilà. Et maintenant que je suis arrivé à 3 éléments dans ma composition, j'avais énoncé une propriété ici qui disait que quand on a une composition de 3, il suffit de regarder le PGCD de A plus B avec B plus C, donc A plus B avec B plus C, 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 4 ça fait 5, le PGCD de ces deux trucs ça fait 1. Donc ça veut dire que le méandre que j'ai ici est connexe sans cycle, et donc ça veut dire que le méandre là-haut est connexe sans cycle. Pour certains d'entre vous qui ont eu envie de dessiner les méandres tout de suite, dès que vous avez vu cette composition, vous auriez dû remarquer qu'en effet, le résultat que j'ai donné ici donnait quelque chose qui donnait un méandre connexe sans cycle. Alors on peut s'amuser à les dessiner pour voir ce qui s'est passé à chaque étape. Donc là, je vais les dessiner. Alors lui, on a 1, 1, 4, donc on a 4 ici. 1, 1, donc on a un méandre qui ressemble à ça. D'accord? Et donc ça marche bien, ça fait bien un truc connexe sans cycle. Lui, si je le dessine, j'ai 4,
Ensuite, j'ai 1, 4, et puis 3. Alors, tac, 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 oui, c'est ça, tac. Voilà. Et vous pourrez remarquer que pour passer de l'un à l'autre, tout ce qui a disparu, c'est ce qui se trouvait ici. Donc là, je le refais en bleu. Je ne sais pas si ça va être voyant au tableau, enfin, à la caméra. Mais je viens de repasser la partie de méandre qui a disparu pour passer de ici à ici. Et cette partie de méandre, vous voyez qu'il y a une composante, un élément qui a été pris, juste un trait qui a été pris, tiré, etc. Donc, et c'est plus ou moins lié au fait que le P est égal à 1. Ou plus, enfin, c'est lié entre le fait que P égale 1 et le reste de la division euclidienne vaut 0. Il y a un petit lien entre ces choses-là. Là maintenant pour lui, bah là si je le dessine, 6, donc 6, 4, 3, 1. Alors si je le dessine, lui, donc j'ai ça, 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 ça. Bon, les traits doivent être un peu trop proches là à la caméra, mais bon. Normalement là, moi je les ai bien séparés, j'espère qu'à la caméra ça se voit quand même que c'est séparé. Donc voilà le méandre que j'obtiens avec la composition écrite. Donc voilà, et donc bah là encore une fois on peut essayer de voir où se cachait le méandre, où se cache le méandre, donc le méandre, comment dire, le méandre qu'on avait au départ là, 4 jusqu'à 3 là, et bien il se cache, alors si vous voyez ce que j'ai ajouté ou ce que j'ai enlevé, il se trouve ici. Si j'ai pas fait de bêtises, ouais, il se trouve ici, parce que si j'enlève ce truc là, on retrouve le méandre qui se trouve ici entièrement. Ok ? Donc vraiment il y a des opérations qu'on peut expliquer. Alors c'est pas toujours facile d'expliquer comment ces opérations fonctionnent, mais on peut donner une preuve vraiment générale, hein, donc c'est ce que j'ai fait pour ma part, je vous la fais pas, mais voilà. Alors là bon, je vais pas m'amuser à dessiner le premier tout en haut, mais je pense que vous aurez compris, il y a vraiment une opération qui permet de supprimer petit à petit le méandre, etc. etc. Bon, alors si vous avez compris les étapes de calcul qui se sont faites, je vous propose un mini exercice avant de se quitter. Hop. Un mini exercice que je vais vous résoudre juste après. Si vous avez compris comment ça s'est passé ici, je vous donne un autre méandre. 5, 4. Donc 5, 4, 3, 8. Voilà, petit exercice. Essayez de voir, avec les calculs, sans dessiner le méandre, avec cette formule-là que je viens de vous expliquer, que je viens de mettre en place, essayez de voir, est-ce que ce méandre est connexe en cycle. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer par vous-même, vérifier si vous avez compris la propriété que je vous ai énoncée. Ou en tout cas, essayez de voir si ça marche bien. Ok, bon bah on est reparti alors pour un tour. Donc là ici, encore une fois, il faut échanger la place de S et de S plus P. Donc, ah non, il n'y a pas besoin de l'échanger, c'est vraiment dans le bon sens. Donc ici, S égale 5. P égale 3, le reste de la division euclidienne de 5 par 3, ça donne 2. C'est ça. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'obtiens alors? J'obtiens la chose suivante. La partie A se trouve ici, donc j'ai 4, 3. Et puis après, je dois mettre R, donc 2. Et puis P moins R qui donne 1. Donc je me retrouve avec 4, 3, 2, 1. Je recommence, ici S vaut 1, donc là lui c'est lui qui est devenu plus petit, P égale 3, le reste de la division euclidienne de 1 par 3, ça donne 1 tout simplement. Et donc, ce que j'obtiens à la suite de cette nouvelle opération, donc là, cette fois-ci, comme lui était plus grand que lui, la composition au milieu se décale maintenant de ce côté-là, vers à droite. Donc je vais obtenir 3, 2 ici. Ici je mets R, donc R ici vaut 1. Et puis ici je dois mettre P moins R qui vaut 2. Et je m'arrête là. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi j'ai pas besoin d'aller plus loin? Parce que vous remarquerez que j'ai le même nombre à gauche et à droite. Et ça fait partie des petites propriétés qu'on pourrait démontrer facilement pour savoir si le méandre est connexe ou pas, sans cycle. Donc là, si vous avez un méandre donné par une composition telle que le premier est égal au dernier,
alors le méandre n'est pas connexe sans cycle. Et là notamment nous avons un cycle, car si vous dessinez un petit peu le méandre, là, vous allez avoir ceci. Vous allez obtenir ceci. Et là vous voyez qu'il y a un cycle. Donc voilà, alors j'ai terminé, c'est pas un truc connexe sans cycle, donc ça veut dire que le truc de départ n'est pas un truc connexe sans cycle. Et je peux dire mieux, je peux dire que vous voyez ici, vous avez deux composantes connexes, dont l'un est un cycle et l'autre n'en est pas un. Donc je peux affirmer que celui là-haut, si vous le dessinez, vous allez avoir un cycle et un truc sans cycle. Donc deux composantes connexes, l'un est un cycle, l'autre n'est pas un cycle. Donc vraiment c'est voilà, c'est vraiment un truc super, un algorithme super, mais de cet algorithme ça reste encore très compliqué d'essayer de donner un critère arithmétique qui permet de savoir si le méandre, directement en vous donnant les nombres, si le méandre est connexe sans cycle. Bon, et puis pour l'épisode prochain, qui je pense se fera probablement dans un mois, hein, vu comme on est parti, mais pas grave. Pour le prochain épisode, on va partir sur une troisième partie sur les méandres, mais cette fois-ci, on va vraiment faire le lien entre les méandres et les mots parfaitement amassants. Donc là, je vous ai vraiment parlé de cette histoire de connexité, car ça va jouer un rôle crucial. En effet, je vous spoil un tout petit peu, en fait, un méandre arc-en-ciel connexe sans cycle va correspondre exactement à un mot parfaitement amassant. Et quand je dis exactement un mot parfaitement amassant, ça se joue bien sûr à conjugaison près. Et vous allez voir en quoi ça se joue à conjugaison près. Mais j'en parlerai pas plus que ça, puisque ça fait déjà 50 minutes de vidéo, et j'ai pas envie de m'étendre davantage. Je pense vous avoir assez bien introduit les méandres sur ces deux premières parties, et notamment ce problème vraiment très intéressant, je trouve, de connexité. Qui est un problème vraiment assez ouvert et qui, on ne sait pas forcément vous dire beaucoup de choses. Il y a plein de trucs sur les méandres que je pourrais encore vous raconter comme des histoires de polynomialité sur les méandres, des histoires de polynômes qu'on peut associer à des méandres, des choses comme ça. Je pourrais aller plus loin, mais évidemment j'ai pas le temps de faire ça et j'ai pas envie non plus de m'écarter trop du sujet. Donc ça sera peut-être l'objet de prochaines vidéos plus tard. Mais pour l'instant, je ne vais pas y toucher, je m'arrêterai là-dessus sur les méandres. Et donc, pour la prochaine fois, partie 3, où on parlera des mots parfaitement amassants. Bon, j'arrête de me répéter. J'ai donc terminé. Sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, et si vous pensez qu'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou des remarques à faire, ou des retours à faire concernant la vidéo. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.